S'il n'y a pas de questions sur le Conseil, nous pouvons prendre donc des questions d'actualité s'il y en a. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Patrice Alégbé, journaliste à Pan News. Je voudrais que vous reveniez sur l'information concernant l'identifiant CEMU. Je voudrais savoir dans la pratique comment est-ce que ça va se faire, parce que déjà dans les différentes assurances, des gens ont des cartes, et puis aussi au niveau de la CEMU, il y a des cartes, et comment est-ce que le numéro identifiant donc, de la CEMU remplace donc, le numéro dans le système hospitalier. De façon pratique, comment est-ce que ça se fera? Oui, le mécanisme sera décrit dans le décret, mais on a donné 2 ans. Donc, ce n'est pas une décision qui va s'appliquer dès demain. Donc, il y a tout un temps d'adaptation, mais il est dit en tout cas que dans le système sanitaire, il y aura désormais un seul numéro pour que les dossiers des patients qui passent d'une structure à une autre soient référencés à partir de ce numéro-là. Ça évite beaucoup de problèmes comme les homonymies, etc. Donc c'est vraiment permettre une interopérabilité entre les différents systèmes, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, de façon à ce que le dossier puisse être transféré en toute sécurité d'une structure à une autre. C'est sur le Conseil toujours? Non. Bon. Donc la première question était sur le Conseil, donc là c'est une question d'actualité, c'est cela? C'est ça. Bien, allez-y. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Abdelaziz Diallo de RFI. J'ai 2 questions, si vous le permettez. La première, cela fait 4 ans que le train de voyageurs ne fait plus le trajet entre Abidjan et Ouagadougou. Ceci depuis la fermeture de la frontière entre les 2 pays suite à la pandémie de la Covid-19. Pourquoi cette ligne est toujours à l'arrêt, Monsieur le Ministre, et à quand la reprise? Et puis la seconde question, y a-t-il eu un accord entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour l'installation d'une base militaire américaine dans le Nord? Si oui, quel sera le rôle de cette base? Je vous remercie. Merci. Il y a eu des discussions entre les différents responsables et pour ce que je sais, un accord avait été trouvé en ce qui concerne la circulation donc, des trains de marchandises. Le seul problème, c'était celui qui concernait donc les voyageurs. En tout état de cause, les ministères se parlent. Donc, si une solution devait être trouvée, vous serez informés. Je ne saurais vous dire là quand est-ce que le transport des voyageurs va reprendre. Pour ce qui est de la seconde question, je ne suis pas informé de ce sujet, tout simplement. Relativement à un accord qu'il y aurait eu entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour la construction d'une base militaire. C'est bien cela votre question? Non, nous n'en sommes pas informés. Et ça n'a pas fait l'objet du Conseil non plus. Et dans aucune des instances, en tout cas, nous n'avons évoqué ce sujet. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Paul Kouakou du quotidien Le Mandat. J'ai une question relative à la filière cola. Depuis 2019, l'État a décidé qu'il y ait au sein de cette filière une interprofession. Et depuis, la filière n'est pas au mieux de sa forme, c'est un euphémisme de le dire ainsi. Et deux choses illustrent bien que la filière ne se porte pas bien. C'est par exemple la fixation du prix du kilogramme de cola, un prix qui n'est pas commun sur tous les marchés, et puis la question des flux, les flux d'exportation qui ne sont pas entièrement maîtrisés, alors que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cola. Pourquoi l'État, ça c'est la question, pourquoi l'État a décidé de faire une interprofession au lieu d'un conseil, comme c'est le cas par exemple dans la filière café, cacao ou coton en acade? Merci. Vous remarquerez que c'est un processus.
l'interprofession jette déjà les bases de l'organisation des différentes filières. Si vous vous souvenez, avant d'en arriver à créer une filière EVA, on est passé par une interprofession. Donc je veux dire que c'est un processus. L'interprofession va certainement permettre d'arriver à la mise en œuvre d'un conseil, très certainement, si cela s'avère nécessaire. Donc il faut noter la volonté de l'État d'organiser toutes nos filières agricoles. C'est pourquoi il faut saluer déjà la création de cette interprofession, puisque avant elle n'existait pas et la filière était, je dirais, complètement dans l'artisanat, dans l'informel. Donc c'est un début d'organisation de la filière avec la création de cette interprofession. Il faut laisser le processus aller jusqu'à son terme et s'il y a nécessité, comme dans d'autres filières, de créer une structure plus organisée, ben ça se fera. Mais l'interprofession a l'avantage qu'elle met la filière donc dans les mains des professionnels. Bonjour, Monsieur le ministre, c'est Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, j'ai 3 questions. 3. 3, ouais. Même si le gouvernement a mis les pieds dans les plats déjà dans le 3e. D'accord. Alors, la première, c'est, Monsieur le ministre, le Premier ministre Robert Begue-Mambré lançait dernièrement la construction de 25 000 logements sociaux. Le programme censé offrir des logements à moins de coût aux Ivoiriens s'est avéré difficile dans la mise en œuvre. Alors, Monsieur le ministre, nous souhaiterons savoir, est-ce qu'on peut parler d'échec des politiques en matière de logement en Côte d'Ivoire? C'est la première question. La seconde, c'est celle-là. La fuite d'eau décantation signalée d'une mine d'or fin juin a causé une intoxication de près de 2000 personnes après avoir consommé le poisson du fleuve pollué. Qu'en est-il des actions d'indemnisation des populations et de la dépollution du site? Comme je disais tout à l'heure, la 3e question. Alors, Monsieur le ministre, certes, le directeur général de la RTI et celui du conseil de Coton-Lacad ont été limogés. Alors, comment est-ce que réellement le gouvernement aborde la question des grèves répétitives dans les structures étatiques, notamment de Fraternité Matin, Sotra, même si celui de la RTI est déjà limogé? Merci, Monsieur le ministre. Merci. Je vous trouve bien sévère quand vous parlez d'échec de la politique de logement. C'est vrai que nous avons une ambition très forte, ambition qui est née de la volonté du chef de l'État de donner à chaque Ivoirien un toit. Et cette volonté a été adressée dès les premières années de l'accession au pouvoir du président de la République. Cela a permis aujourd'hui, sur un objectif de 150 000 logements que nous espérions offrir aux Ivoiriens, au niveau de l'État, je veux dire, de leur en offrir 30 000, ce qui n'est pas rien. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas parler d'échec. Le récent programme qui a été lancé est issu de réformes qui ont été faites après avoir tiré les conséquences de toutes les premières opérations qui ont été lancées. Lorsque nous avons voulu donner corps à la volonté du chef de l'État de donner à chaque citoyen un logement, tout de suite, tout le monde a pensé à l'acquisition. Du coup, il s'est posé un véritable problème. Il y avait des critères pour pouvoir entrer dans ce programme. Il fallait que le couple, par exemple, dans le cas d'un couple, justifie d'un revenu inférieur à 400 000 francs CFA pour pouvoir rentrer dans ce programme de logements sociaux. Mais ce que le dispositif n'avait pas prévu, c'est que nous avons beaucoup de nos concitoyens qui exercent dans l'informel. Et quand bien même ils sont éligibles parce qu'ils ont un revenu
en dessous donc de ces 400 000, il leur était difficile de prouver qu'ils gagnaient 400 000, puisqu'ils exercent dans l'informel. La nouvelle réforme règle cette question en créant un fonds de garantie. Ce fonds de garantie, justement, a pour mission de s'assurer que le ménage gagne effectivement, donc en dessous de 400 000, en regardant toutes ses activités, et d'apporter la garantie nécessaire pour qu'il puisse bénéficier du programme. L'autre question qui n'avait pas été prise en compte, c'est la possibilité d'acquérir un logement par location-vente, puisque tout de suite, tout le monde a pensé à une acquisition directe. Le présent programme qui est lancé, donc la réforme qui est opérée, intègre les questions donc de location-vente. C'est-à-dire que vous habitez, vous payez un loyer et à terme, la maison vous revient, ce qui rend donc le coût de l'acquisition plus supportable, puisque dans l'acquisition directe, certains usagers étaient obligés de recourir au système bancaire, alors qu'une banque, si elle vous prête pour acquérir une maison, c'est vrai que vous l'avez, mais vous remboursez avec des intérêts. Donc, la réforme actuelle règle effectivement cette question. Et il y a une autre problématique qui existe, c'est celle de la location simple. Pourquoi ne pas permettre, comme ça existe dans certains pays, des loyers sociaux, que des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas acquérir soient en location, avec des loyers qui soient acceptables à leur portée. Cela n'était pas envisagé donc dans le premier projet qui avait été lancé. Donc ce n'est pas un échec. Nous avons tenu compte de tous les problèmes que nous avons rencontrés au lancement donc, de la première phase, et ça montre bien sûr la volonté du régime d'adresser cette question. Nous allons tirer toutes les leçons et nous avons amélioré le dispositif avec les réformes qui ont été prises. Ceci étant, il y a une question lancinante, même si vous ne l'avez pas posée, je profite pour y répondre. C'est la question de tous ceux qui s'étaient inscrits dans des projets donc, lors de la première phase et qui avaient fait des dépôts initiaux donc, auprès donc, de certains opérateurs immobiliers. Pour tous ceux qui sont dans le programme officiel, l'argent a été versé dans un fonds séquestre. Parce que la priorité à cette époque, c'était comment sécuriser les avoirs des uns et des autres. Donc tout de suite, on a pensé à ce fonds séquestre. C'est donc dire que ces fonds sont disponibles. Donc je peux leur dire, en tout cas nous pouvons leur dire, que tous ceux qui se sont inscrits dans le programme officiel, où ils auront leur maison, où ils seront remboursés. Maintenant, il y en a qui ont contracté directement avec des opérateurs immobiliers qui n'étaient pas dans le programme présidentiel. Là, c'est une relation commerciale entre deux privés. C'est le lieu de demander à nos concitoyens de ne contracter qu'avec des entreprises agréées par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. La liste des sociétés immobilières de construction est consultable toujours sur le site du ministère de la Construction. Donc voilà ce que je peux dire concernant cette première question, et je peux vous assurer que le processus est lancé. Au niveau de l'État, je vous ai dit ce qui a été fait, mais il suffit de regarder à Abidjan pour voir qu'il y a beaucoup d'opérateurs privés qui construisent. Mais là, je voudrais que nos concitoyens soient prudents et qu'ils se réfèrent uniquement, comme je l'ai dit, aux opérateurs qui sont agréés donc, par le ministère de la Construction pour être à l'abri de toute surprise désagréable. Pour ce qui est donc de l'intoxication, c'est un incident qui est arrivé, un accident qui est arrivé donc dans une mine.
Tout de suite, les responsables de cette mine ont assumé leurs responsabilités, ont lancé les alertes nécessaires. Le ministère de l'Environnement a réagi aussitôt, le ministère de la Santé également. Toutes les prises en charge ont été faites. Fort heureusement, nous ne déplorons pas donc de pertes en vie humaine, mais tout a été mis en œuvre pour pouvoir maîtriser donc la situation. La panne donc était une vanne défectueuse, a été réparée. Le SIAPOL donc fait des prélèvements réguliers pour s'assurer que l'eau est en train donc de retrouver donc je dirais sa qualité d'antan. Donc ce dossier a été pris en charge par le gouvernement de façon très très réactive et tous les ministères impliqués ont réagi donc de façon diligente pour apporter une solution donc à cette problématique-là. Enfin, pour ce qui concerne les grèves, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que toutes ces entreprises, ces sociétés d'État sont d'abord des sociétés. Elles ont des dirigeants sociaux, elles ont des conseils d'administration. C'est de la responsabilité de ces responsables-là que de traiter toutes les questions, y compris la question donc de gestion des ressources humaines. Mais ceci étant, j'avais ajouté que la responsabilité de l'État, c'est de garantir un environnement social apaisé. Et que si tant il était que ces dirigeants sociaux saisissaient l'État pour dire qu'il n'était pas en capacité de régler le problème, ou alors que l'État lui-même se rendait compte qu'il y avait une incapacité à régler le problème, eh bien, l'État interviendrait. Donc je ne veux pas donner plus d'exemples que celui dont nous venons d'être témoins. C'est de la responsabilité de l'État de garantir donc un environnement social apaisé. Donc, je peux donc vous demander à partir de ce moment de faire confiance à l'État, ce d'autant plus que le chef de l'État lui-même a annoncé qu'il y aurait un contrôle plus accru donc, des sociétés publiques, des entreprises publiques, et ce contrôle plus accru va se poursuivre. Et chaque fois que des conclusions seront tirées, elles seront assumées. Bien, je vous remercie pour votre participation au compte-rendu de ce conseil. Je vous souhaite un bon retour chez vous.